Les entreprises à forte croissance ne peuvent pas maintenir indéfiniment leur rythme d'expansion. À mesure qu'elles mûrissent, leur taux de croissance ralentit souvent, marquant une transition logique dans leur cycle de vie. Elle évolue alors de jeunes pousses disruptives portées par une ambition débordante à des structures plus établies orientées vers la stabilité et la génération des revenus réguliers. Ce phénomène, loin d'être une anomalie, reflète une étape clé dans leur développement. Donc, mais qu'est-ce que cela implique concrètement et comment les investisseurs peuvent-ils s'y préparer? Donc, avant de continuer, je vais vous montrer quelque chose. À chaque fois que vous avez une entreprise face à vous, posez-vous toujours la question de savoir à quel niveau, quel est son cycle, en quel niveau de ce cycle elle se situe. Est-ce que c'est une entreprise en forte croissance, plutôt mature ou bien sur le déclin? C'est très important, tout simplement parce que la valorisation que vous aurez de cette compagnie-là va dépendre énormément du cycle. Et c'est très important pour la suite. OK? Donc, vous pouvez juste taper ici Business Life Cycle Stage. Vous allez retrouver cette information. Je pense également que il y a des livres de Modaran qui ont également ce cycle-là. Donc, c'est très important. Et parfois même, vous avez des cycles avec les différentes métriques à utiliser pour la valorisation, dépendamment du cycle de vie. Après, chacun peut adapter ça à sa propre sauce. Mais c'est un élément très déterminant si vous voulez investir à long terme, parce que je vois très souvent des gens acheter comment on dit ça? Et quand je dis des gens, je vais préciser, on parle d'investisseurs ici particuliers, d'accord, qui ont choisi de faire du stock picking, mais qui ont tendance à regarder les entreprises de croissance uniquement avec des lunettes roses. Or, quand bien même ils regardent la croissance, ils ne regardent pas l'information la plus importante, ils la négligent littéralement. Donc, je reviens ici. Alors, lorsqu'une entreprise atteint une certaine maturité, elle peut perdre une partie de l'agilité et de l'énergie qui la définissait à ses débuts. Donc, à ses origines, elle est souvent agile, capable de pivoter rapidement et de disrupter des marchés établis. Cependant, en grandissant, son échelle croissante et la complexité de ses opérations introduisent une certaine lourdeur. La concurrence accrue la pousse également à équilibrer innovation et consolidation de ses acquis. Donc cette transition, bien que naturelle, marque un passage vers une phase où la stabilité prime sur l'expansion à tout prix. Alors, cette phase de maturité s'accompagne souvent d'un changement dans les indicateurs clés. Les métriques qui attiraient les investisseurs au départ, comme la croissance fulgurante du chiffre d'affaires, suivez mon regard, je parle de personne, je ne mentionne aucune entreprise ici, je vous laisserai vous-même faire votre propre audit, d'accord? Donc, la croissance fulgurante du chiffre d'affaires ou l'acquisition rapide de parts de marché cède la place à des critères plus stables, comme les marges bénéficiaires ou la stabilité des marges bénéficiaires ou bien la génération de flux de trésorerie. Et je vous ai souvent dit ici que nous, on privilégie les entreprises qui gagnent déjà de l'argent. On n'est pas là pour financer des startups. Vous voulez financer des startups, ça va. Ça vous regarde ici. Enfin, ça vous regarde, mais n'oubliez pas que c'est encore plus risqué. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de pondération dans le portefeuille, il faudrait absolument être conservateur. OK? Donc, ici, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je propose, enfin, pas que je propose, je donne juste mon avis par rapport à ce que je pense d'un sujet en particulier, en l'occurrence, ici, la croissance. Vous m'entendez souvent dire ici qu'on n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. OK? Parce que toute croissance, la croissance est vouée à ralentir, tôt ou tard. D'accord? Et donc, notre but ici, en tant qu'investisseur, est d'anticiper les choses. On n'achète pas le passé, on achète le futur. OK? Et il faut avoir une vue et déjà acheter le futur, c'est assez prétentieux, donc il faut faire attention ici. À ce moment-là, vous devez prendre le maximum de data de votre côté. Par exemple, quand je regarde une compagnie comme Nvidia, c'est bien, croissance des revenus, etc. Mais pour moi, c'est la durabilité qui compte. Parce qu'on a tendance ici à négliger également la concurrence. Le prix payé en date d'aujourd'hui, les dépenses des différents clients d'Nvidia, dites-vous également que la charge liée aux produits, en termes de CAPEX, ça pèse énormément au niveau ici de leurs dépenses. Enfin, les produits d'NVIDIA pèsent énormément au niveau de leurs dépenses en capital. Et donc, dites-vous que pour une entreprise, son but est généralement de minimiser les coûts. Et donc, à long terme, je dis bien à long terme, ces entreprises auront tendance soit à développer leurs propres solutions, soit à, comment on dit ça,
soit également à regarder ce que la concurrence propose. Et la concurrence ne dort pas. Et comme je le dis toujours ici, très souvent, quand vous regardez les entreprises de croissance, vous avez tendance à les regarder avec des lunettes roses. Et c'est un danger. C'est un danger. D'accord? Donc, je continue. Donc, les entreprises qui pouvaient autrefois se permettre de dépenser massivement pour croître doivent désormais jongler entre investissements stratégiques et pression pour améliorer leur rentabilité. Tôt ou tard, les pressions au niveau de la rentabilité vont surgir. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que nous, on apparaît. Quand la croissance ici ralentit, d'accord? Quand le management vous mentionne ici que nous, on va de plus en plus se concentrer sur la rentabilité, c'est à ce moment-là que nous, on va surgir du bois et c'est à ce moment que nous, on va s'intéresser à la compagnie en question parce que le prix de l'action aura tendance ici à diminuer. Je prends toujours, enfin, c'est peut-être pas l'exemple parfait, mais vous avez une entreprise pareille, qui est une entreprise que je suis depuis plusieurs années. Et on peut le voir ici que c'est un business qui a à peu près qui a à peu près presque 2 fois les bénéfices nets qu'elle avait aux alentours des années 2021. Et on vous propose le prix actuel est à peu près au même niveau que pendant la pandémie. OK? Tout simplement parce que la croissance a un tout petit peu ralenti. Et encore, le management n'est pas en train de vous mentionner ici que le ralentissement est durable, il est temporaire. Mais ceci entraîne ce genre de variation. L'entreprise a presque perdu quoi? Plus de 50%, si on compte ici depuis les plus hauts. C'est ça, presque plus de 55% en quelques mois. Je dis bien littéralement en quelques mois. C'est ça le danger de la croissance. Mais attention, c'est à ce moment-là encore, comme je le disais tantôt, que nous sortons du bois parce que c'est une entreprise qui va justement nous intéresser parce que le prix qu'on va nous proposer aujourd'hui n'implique pas une énorme croissance ou bien pourrait ne pas impliquer une énorme croissance de telle sorte que nous puissions bénéficier de la croissance à venir parce que cette croissance ne va pas avoir tendance ici à s'arrêter en date d'aujourd'hui. Suivez la taille du marché, etc. OK? Donc, je reviens sur notre article et je le termine. Donc, les entreprises qui pouvaient autrefois se permettre de dépenser massivement pour croître doivent désormais jongler entre investissements stratégiques et pression pour améliorer leur rentabilité. Ce glissement influence leur stratégie interne, les obligeant à se concentrer sur l'optimisation des ressources et la fidélisation de leur base client. Après, vous allez me raconter, mais pourquoi est-ce que tu nous racontes ça en tant qu'investisseur? C'est simple. Comprends où une entreprise se situe sur ce continuum de croissance est essentiel pour établir des attentes réalistes en matière d'investissement. Je dis bien essentiel. Et je vous renvoie au tableau que je vous ai proposé en début de la vidéo. Une société en phase d'expansion agressive promet un potentiel élevé, mais comporte des risques importants. Prenons l'exemple ici de SpaceX, même si elle est non cotée ici, c'est à peu près ce genre de choses-là. On vous promet monts et merveilles ici, mais les risques sont également très élevés. Ou bien prenez l'exemple ici de toutes les entreprises, c'était quoi, Virgin Galactic, tous ces SPAC-là, etc. On en est où aujourd'hui? On n'avait que des promesses, des attentes élevées. Et tôt ou tard, si le marché, parce que le marché est très impatient ici, si vous ne livrez pas la marchandise, le prix de l'action aura tendance à s'effondrer. Et il faut faire attention, nous, on ne veut pas se retrouver dans ce type d'entité-là. OK? Donc, à l'inverse, une entreprise mature offre une sécurité relative avec des revenus prévisibles, mais moins de perspectives de croissance explosive. Prenez l'exemple ici des compagnies de tabac. C'est à peu près une industrie que tout le monde a eu tendance à fuir sur les dernières années ici, mais ce sont des entreprises assez prévisibles au niveau des bénéfices. Et rappelez-vous, la stabilité, la prévisibilité, c'est très important pour le long terme. OK? Et ce sont des entreprises, quand vous regardez bien, en termes de consommation de tabac, ça diminue de manière globale pour les volumes, mais les prix augmentent de plus en plus. Et en plus de ça, vous avez des alternatives au niveau de la consommation du tabac. De telle sorte qu'on se retrouve avec aujourd'hui des entreprises qu'on pensait être sur le déclin, et des entreprises qu'on croyait être sur le déclin reviennent sur la case à peu près maturité. Enfin, maturité stable, on va le dire comme ça. Okay, donc, il faut faire attention. Et dans ces entreprises-là, présentent donc des opportunités d'investissement parce qu'à un moment donné, certaines personnes ont négligé la négligence que les investisseurs avaient face à ces industries-là. On fait à ce qu'on avait parfois des marges bénéficiaires, des rendements en termes de dividendes de 7%, des rendements en termes de free cash flow aux alentours supérieurs à 10% par là. Et quand le marché se réveille, parce que tôt ou tard, il finit par se réveiller, vous avez des variations assez correctes. Je ne dis pas que c'est également énorme ici. Mais dites-vous que
pour quelqu'un qui a acheté ces entreprises pendant plusieurs années ici, il n'a pas réellement à se plaindre. Parce que comme je l'ai dit, les business en eux-mêmes sont matières. Encore, ça reste même encore très intéressant au prix actuel. Mais tabac ici égale marché en décroissance. Or, si vous creusez bien, ce n'est peut-être pas le cas. Ce n'est peut-être pas le cas. Et j'ai déjà présenté ici une note d'analyse sur le marché du tabac de manière générale. Et pour le moment, la thèse d'investissement de départ est toujours d'actualité. Ok, prenez l'exemple de Philippe Maurice avec son fameux ZIN. Et j'en ai parlé il y a plusieurs mois. Bref, je reviens ici. Le plus important ici, même quand on regarde la maturité, c'est surtout le prix qu'on va payer. Que ce soit croissance, maturité, c'est le prix qu'on paye qui est déterminant. On va y arriver. Donc, les valorisations suivent cette logique. Une jeune entreprise ou une entreprise en pleine croissance peut se voir attribuer un multiple élevé en raison de son potentiel. Tandis qu'une entreprise mature sera jugée sur sa capacité à générer des rendements constants. Et quand je parle de rendement ici, moi je parle des free cash flow. OK? Donc, les profils de risque évoluent également. Une jeune pousse est vulnérable aux échecs, tandis qu'une firme établie doit gérer des menaces comme la stagnation ou la disruption par de nouveaux entrants. Donc, pour une entreprise établie comme Coca-Cola, c'est son combat. On est là pour gérer la stagnation et la disruption. Même des entités comme Apple également, ça devient à peu près la même chose. Même Microsoft, même si elle semble avoir une croissance moyenne de 15% sur les dernières années, mais ça reste à peu près son combat. Microsoft avec une entreprise, voilà, si on prend à peu près ce graphique-ci, Microsoft va se situer ici au niveau ici là, de ce qu'on va appeler mature growth. OK? Est-ce qu'on va la mettre ici comme high growth? Ça dépend. Certaines personnes la mettent au milieu, mais voilà. Au moins, on ne cherche pas la pression, on a une idée générale où est-ce qu'elle se situe. Si on vous prend un exemple, une entreprise comme Coca-Cola, Coca-Cola va se situer ici. Amazon va se situer où? Amazon peut être situé à peu près à ce niveau. D'accord? On va le dire ici. OK? Une entreprise comme Salesforce. Salesforce sera à peu près à ces niveaux également. OK? So, voilà. On revient ici et on termine notre note. Donc, les profils de risque évoluent également. Donc, une jeune pousse est vulnérable aux échecs, tandis qu'une firme établie doit gérer des menaces comme la stagnation ou la disruption par de nouveaux entrants. Une stratégie d'investissement intelligente prend en compte cette dynamique. Donc, à savoir où est-ce que se situe l'entreprise dans son cycle de vie. Les investisseurs peuvent diversifier leur portefeuille en combinant des entreprises en croissance rapide qui offrent un potentiel de gain élevé avec des valeurs plus matures qui garantissent des revenus prévisibles, des bénéfices prévisibles, des free cash flow prévisibles. Et attention, je vais préciser une chose. Qu'importe le type d'entreprise, qu'importe le cycle de vie, la valorisation est importante. Le prix que vous payez déterminera votre succès à long terme. Deuxième élément, favoriser des entreprises qui ont des avantages concurrentiels parce que ça leur permettra ici d'avoir un certain pricing power. Troisième élément, la visibilité. La stabilité des revenus est importante. J'utilise souvent ici Fastgraph et vous m'entendez souvent dire est-ce que le business a tendance à être est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur une période de 2 ans? Beaucoup pensent généralement ici, c'est pour voir si les 2 prochaines années ici seront correctes ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est juste pour voir ici si c'est un business prévisible. C'est tout ce que ça me donne comme information. Et si c'est un business prévisible, ça veut dire ici qu'on aura tendance à avoir mon multiple de valorisation va changer littéralement dans mon cerveau. Donc, pour une entreprise pareille, on est plutôt mature. Elle va se payer aux alentours de 15 fois les bénéfices. OK? Si je prends une entité comme TTD, même s'il peut y avoir des SBC ici, faites attention, une entreprise pareille va se payer aux alentours de 25 fois les bénéfices. Est-ce que c'est un business prévisible? Vous voyez également que oui. Si je prends une entreprise comme FMC, est-ce que c'est même un bon exemple ici? Bon voilà, voici une entité qu'on appelle FMC, qui vend à peu près des produits. Si vous consommez ici des produits agricoles, il y a certains produits agricoles que vous consommez qui sont passés par la main ici de FMC, enfin, pendant enfin bref, qui ont eu ici enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en fait, ce sont des produits qu'on utilise généralement au niveau de l'agriculture. On va le dire comme ça. On va le dire ici. Vous allez remarquer que cette compagnie, c'est un business cyclique. Très cyclique. Je ne vous ai pas dit que c'est une entreprise intéressante. Allez regarder au prix actuel. Faites attention parce que je pense ici, il y a l'ancien PDG s'est amusé ici à faire ce qu'on appelle du channel stuffing. Allez regarder ce que ça veut dire. Channel stuffing, c'est essentiellement ici simple.
vous envoyez énormément de marchandises aux distributeurs, plus qu'ils n'en ont demandé généralement ici. Ça fait des ventes pour vous, mais derrière ça, en réalité, les recevables augmentent énormément. Donc, le marché va considérer que le chiffre d'affaires augmente alors que ce n'est réellement pas. Le bénéfice net augmente alors que ce n'est pas la vérité. De telle sorte qu'on se retrouve aujourd'hui à ce il y a à peu près une surabondance de produits sur le marché. Donc, ce qui emmène ici à un déstockage massif et donc un ralentissement ici au niveau des activités. Donc, ça reste un business cyclique. On peut voir ici que c'est 65% du temps, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions. Et donc, il faut également regarder la période de 2 ans ici. Quand on prend ça, analyse scorecard, en moyenne, on constate ici que sur les 2 dernières années, c'est compliqué. Et la dernière fois que c'était le cas, c'était peut-être en 2015, 2016, peut-être qu'également, à cette période, on avait un ralentissement du secteur d'activité. Donc, ce sont des éléments, ça doit vous pousser à réfléchir dans ce sens-là. Et si on a affaire ici, parce qu'elle vend ses produits son marché final ici est très cyclique. Les produits agricoles sont cycliques. Quand le prix des commodités augmente, tant mieux. Si on vous entend ici que le prix du blé a augmenté, les producteurs du blé seront peut-être enclins à dépenser. Donc, vous voyez ici que cette compagnie va avoir tendance à subir également une certaine volatilité de ces secteurs finaux ici. Donc, au niveau des clients de la compagnie ici, si les clients subissent ici une énorme volatilité au niveau des prix des matières premières, ils vont avoir tendance à moins acheter des produits d'FMC. Et ça, c'est temporaire. Bref. Et donc, ce qui nous pousse à dire ici que pour une entreprise pareille, est-ce que je vais l'acheter en me basant sur les bénéfices nets ici qu'elle a eu en 2022? Pas forcément. Je vais normaliser les résultats et je prendrai à peu près une étude de 15 fois les bénéfices. Est-ce que je peux considérer que c'est une compagnie qui est croissante? Si vous regardez bien ici, la croissance, on a une croissance sous-jacente. Mais maintenant, quel type de croissance on aura? C'est plutôt une croissance mature. OK? Donc, les investisseurs peuvent diversifier leur portefeuille en combinant les entreprises en croissance rapide qui offrent un potentiel de gain élevé avec des valeurs plus matures qui garantissent des revenus prévisibles. Comme je l'ai mentionné ici, la valo est importante, l'avantage concurrentiel est important et la stabilité des bénéfices des marges est également importante. Donc, ainsi, ils équilibrent le risque et la stabilité, maximisant leurs chances de succès à long terme. En somme, la maturation des entreprises en croissance est un processus naturel qui redéfinit leur ambition. Donc, toute entreprise de croissance va avoir tendance à devenir mature. Et nous, ici, aujourd'hui, c'est déjà là considérer, essayer de l'évaluer comme si c'était déjà le cas aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir une marge de sécurité supplémentaire. Donc, pour les investisseurs, avec une invitation, c'est une invitation à ajuster leurs lunettes. Donc, les lunettes roses, vous les enlevez quand on parle ici de croissance des revenus, etc. Non. Enlevez les lunettes roses, posez-les, dites-vous qu'ici, OK, on a la croissance des revenus, c'est très bien, mais est-ce qu'on a des free cash flow? Est-ce qu'on a des marges élevées? Est-ce qu'on a des marges stables? Quand est-ce qu'on va les avoir? Est-ce que c'est raisonnable? OK? Est-ce que le business a un pricing power? Est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel? Voilà des questions que vous devez vous poser. Parce que c'est... Comment on dit ça? C'est... Quand je parle ici d'ajuster, que les investisseurs doivent ajuster leurs lunettes, c'est analyser non seulement ce qu'une entreprise a accompli, mais aussi où elle se dirige dans son cycle de vie. Très important. En tenant compte de cette évolution, ils peuvent mieux positionner leurs choix et anticiper l'avenir avec clairvoyance en privilégiant des entreprises capables de générer une rentabilité durable. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En description de la vidéo, vous avez le lien vers la Top Newsletter. Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez également en lien dans la description le même lien de la Top Newsletter. Ici, vous avez le lien vers les services Top Premium. Merci, au revoir. Maintenant, n'oubliez pas, même si je vous ai déjà dit au revoir, quand vous regardez la croissance, dites-vous toujours ici que c'est bien une croissance des revenus, mais ce n'est pas ça. Le plus important ici, c'est d'où est-ce qu'elle provient. Est-ce qu'elle est durable? Est-ce que cette croissance-là va nous permettre ici de dégager des flux de trésorerie libres, stable et durable dans le temps. Merci.